Je m'appelle Yves Probst et j'ai une passion dans la vie, c'est le fraisage. Comme on le voit sur le maillot, j'ai créé un club européen de fraisage justement pour faire la promotion de ce magnifique art de la prothèse dentaire qui complète tout, aussi bien la céramique que le squelettique, que tout ce qu'on peut imaginer avoir à faire dans notre métier. Et je vais vous présenter une cassette dans laquelle vous verrez de quelle manière on peut arriver à un bon résultat en conométrie. La conométrie, c'est l'art de faire des doubles couronnes, une couronne primaire, une couronne secondaire. Dans un premier temps, on va prendre un modèle type avec 3 moignons, ce que vous verrez, et puis on parallélisera ces 3 moignons sur une valeur moyenne, on les placera sur un conomètre qu'on orientera suivant le moignon dans 3 positions différentes. Ces 3 couronnes seront donc sculptées, investies et coulées à la suite du premier jour. Le deuxième jour du cours, les couronnes primaires étant donc en or, car je travaille le métal précieux pour de bonnes raisons. Ces couronnes seront donc fraisées et on passera à l'élaboration des couronnes secondaires qui, elles, auront une forme anatomique. Elles seront investies à la suite du deuxième jour et coulées au matin du troisième jour. Donc, le troisième jour, on disposera donc des 2 couronnes, la primaire et la secondaire, qu'on devra ajuster l'une sur l'autre à la friction idéale, qui est à mon avis à peu près 600 grammes par couronne. À l'aide d'une pince télescopique, on estimera avoir exactement la bonne friction l'une par rapport à l'autre. Devant nous, un appareil de fraisage, la fraiseuse F1 de Degussa. Elle a de multiples possibilités et de multiples fonctions que je vais vous expliquer. À droite, une manette qui permet de bloquer ou de débloquer la latéralité de l'appareil, comme vous le voyez sur cette photo. Et quand on veut bloquer la fraiseuse dans un endroit X, il suffit donc de serrer cette manette et la fraiseuse bougera plutôt dans sa totalité plutôt que de desserrer son bras. Donc je desserre le bras pour continuer l'explication. Ici, vous voyez sur cette fraiseuse une grosse molette. Cette molette permet, dans cette position-là, de changer la hauteur de l'appareil. Vous voyez que si on veut monter l'appareil, on peut aller très très haut, ce qui permet de placer un socle plus un conator, comme on l'a vu tout à l'heure. On a une très très grande hauteur, une très grande possibilité de travail. Je redescends l'appareil, bloquant la latéralité, pour ne pas que ça se promène dans tous les sens. Ici, vous avez une manette qui permet, justement, quand on a par exemple réglé l'appareil, cette fraise-là, par exemple, entre 2 dents, de forer entre 2 dents. Et quand on ne veut plus que cette manette puisse bouger, cette petite vis supprime tout mouvement de la fraise. Vous voyez qu'on peut agir sur cette manette comme on veut, la fraise ne montera et ne descendra plus. Si on veut descendre jusqu'à un endroit très précis, c'est-à-dire non pas jusqu'ici en bas, mais uniquement jusque là, ici, vous avez une molette graduée de dixième de millimètre en dixième de millimètre qui correspond au dixième de millimètre qu'on voit sur le côté, ici. Et vous voyez que on entend au bruit que ça ne va pas plus profond. Et je peux monter cette petite molette très haut de façon à n'avoir qu'un jeu très limité. Ou alors supprimer ce jeu presque complètement.
Ceci est très très important quand on doit faire un forage entre deux moignons, par exemple, et qu'on ne veut pas percer son métal bêtement et avoir un trou dans la bien le prendre pour lui permettre de se plier à vos désirs. Voilà. Je parallélise donc ma première molaire, qui est correcte, la prémolaire, et ceci je le fais par la technique de la silhouette. Le centre du socle étant beaucoup plus clair grâce à l'éclairage, je me place devant, ce qui me permet de voir le jour entre mon guide à 0 degré et le moignon. Ce qu'on ne voit pas sur l'écran, on le voit ici par ombre. Voilà, le moignon est pas mal parallélisé. Maintenant, je passe au troisième, qui est la petite canine. Et j'établis donc une moyenne entre tous ces moignons de façon à ce qu'aucun moignon, si possible, ne soit de contre-dépouille et même pas à 0 degré. J'essaye de me prendre une marge de 1 degré. Par exemple, entre ces deux dents-là, on le voit peut-être pas trop mal sur l'écran, vous voyez. Ici, j'ai à peu près 1 degré et là aussi tout juste 1 degré. On peut le faire également pour les amateurs de sensations fortes à l'aide de cet petit engin où il y a marqué 1 degré et 11 degrés. Ce qui veut dire qu'on pourrait très bien le placer ici et dire qu'on a son degré de tolérance et de l'autre côté et se dire, ouais, là aussi j'ai 1 degré. Mais quand on a l'habitude, on ne se sert plus de ce guide, on se sert d'un guide à 0 degré. On voit très très bien qu'ici on a de la tolérance, de la marge. Et de toute façon, si on n'en a pas, eh bien, il faudrait faire repréparer les moignons pour en avoir. Ça, c'est un cas de cours, mais dans la pratique quotidienne, on n'a pas toujours cette chance. Vous voyez qu'il y a donc 1 degré de différence entre les deux. Alors là, je replace mon bras articulé après la fraiseuse, parce qu'il ne faut jamais le laisser se promener, un petit tour de vis. Et ici, mon levier, je le serre à fond. Ce qui fait que ce que j'ai choisi va rester. Vous voyez, il n'y a rien qui bouge, ni avec le petit doigt, ni avec le gros doigt. Et pour l'instant, tout est bien. Je vais donc desserrer le mandrin pour vite enlever le guide à 0 degré, qui pourrait éventuellement subir des chocs ou se tordre. Il y a quelque chose de pas drôle non plus qui peut vous arriver, c'est qu'en admettant que vous placiez ce grattoir à 6 degrés, qu'on voit là sur l'écran, qui est très pointu, voyez-vous, et que ce guide-là soit fixé dans le mandrin et que votre main vienne à le rencontrer, ça vous fera une très belle blessure, une très belle cicatrice. Mais le métier, ça rentre par tous les bouts. Maintenant, je vais fixer donc ce grattoir à 6 degrés. Je vais repousser ma fraiseuse et je vais utiliser donc le conator. Le conator, je ne sais pas si j'ai la petite clé Allen. Là, voilà. Le conator se règle de la manière suivante. Ici, vous avez une molette, vous voyez, qu'on peut faire bouger. Et là autour, vous avez des chiffres. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous avez vu que j'ai utilisé donc une fraise qui va être à 6 degrés. Il faut donc que je fasse mon grattage, mon cirage et mon fraisage avec 1 degré de moins, justement pour avoir la tolérance nécessaire et ne jamais être de contre-dépouille. Donc, je peux desserrer ou serrer ici et régler ma molette. Voyez-vous? On peut régler ici sur 5 degrés ou alors sur 3 degrés dans le cas où on travaillerait avec un grattoir de 4, mais toujours 1 degré de moins que la fraise ou le grattoir à cire utilisé. Donc, comme c'est une fraise à 6, je vais fixer définitivement sur 5. Avec ma clé Allen, je vais faire un serrage.
plus ferme dans ce sens, et mon conator est un conator à 5 degrés pour l'instant. Vous avez 3 vis ici que vous voyez, qui permettent justement de placer cette table à rotule sur le conator. Une n'était pas bien desserrée. Et quand le table à rotule est parfaitement bien placé au fond, vous serrez alternativement vos vis les unes après les autres. Voilà. C'est très bien en place. Voyez. Maintenant, le conator bouge dans tous les sens. Et là où il faut vraiment comprendre ce que je veux dire par dépouille ou contre-dépouille, c'est que tous les moignons que vous voyez ici ont été paralysés avec une valeur moyenne. Et maintenant, on va pouvoir les faire, les cirer, chacun avec une valeur de 6 degrés et le conator à 5. Ce qui veut dire que le conator que vous voyez bouger sur l'écran ne bouge pas plus que de 5 degrés. Il ne bouge pas de 6, ni de 7, ni de 8. S'il bougeait de 7, on aurait une contre-dépouille sur ce moignon de moins 1. S'il bougeait de 8, de moins 2. Il ne bouge que de 5, ce qui veut dire que mes couronnes n'étant pas à 0 degré, ceci n'étant pas un fraisage à 0 degré, mais à 6, étant donné que je ne bougerai qu'à 5, les 3 couronnes seront de dépouille l'une par rapport à l'autre. C'est assez difficile à comprendre sur le coup, mais vous verrez par la suite que c'est assez simple. Maintenant, pour voir si ma valeur moyenne est correcte, si je ne me suis pas trompé, je vais enlever les dents antérieures d'abord pour voir. Je vais faire exactement pareil qu'avec ce levier qu'on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire je vais serrer moyennement et ça me permettra de choisir une dent sans que tout ne bouge, vous voyez. Ici, maintenant, je commence à avoir un serrage assez conséquent. Je peux l'orienter vers l'avant, vers l'arrière, partout. Je prends mon bras articulé, qui est pour l'instant bien trop bas, comme vous le voyez à côté du socle, parce que j'ai rajouté le conator. Donc, je dois, avec la fraiseuse, remonter mon bras articulé au-dessus du niveau du moignon le plus haut. Encore une fois, parce que si mon mandrin se promène, il ne rencontrera aucun obstacle et il ne blessera aucun moignon. Parce que là, c'est certain que le grattoir ne se déformera pas. Par contre, le plâtre, il y a des chances. Je vais choisir ma molaire. Je vais voir si l'orientation des 3 moignons est correcte. La première molaire, je prends le pan mésial, pan distal correct. Vestibulaire, non. Je l'oriente plus en arrière. Lingual correct. Je serre un peu ma bague, ma molette. Alors maintenant, tout est parfait. Mésial, distal, vestibulaire et lingual. On voit à peu près à quoi ça ressemble, je pense, sur l'écran, si on se rapproche. Bien, on va essayer de faire un gros plan. On voit avec ma main, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut étudier le phénomène de silhouette. Vous voyez là, on ne voit rien. Si je mets ma main, ou alors une boîte blanche, vous voyez très très bien la différence. Et c'est comme ça qu'il faudra travailler pour tous les travaux de parallélisme, aussi bien en stélite qu'en fraisage ou autre. Vous voyez que là je n'ai pas de problème, que je ne serai pas de contre-dépouille, et grâce au conator. Et ce travail, vous le reportez partout, vous le reportez sur la prémolaire. Vous voyez que là non plus, je n'ai pas de problème. La canine, aussi bien en vestibulaire, en vestibulaire ça ne va pas, donc je dois chercher une autre orientation pour ma canine. Ma canine, je vois sur l'écran, est correcte. Par contre, maintenant, bien entendu, ma prémolaire est archi fausse. Donc je dois, à l'aide du conator, chercher l'orientation pour ma prémolaire. Je desserre la molette et je cherche l'orientation idéale qu'on voit ici.
Ce qui veut dire que pour chaque dent, vous aurez une orientation différente. Je desserre la molette pour mieux visualiser ça sur l'écran. La molaire comme ceci, la prémolaire comme ça, et la canine comme ça. Donc, comme ceci, comme ça, et comme ça. Mais bien entendu, les trois étant à 6 degrés, le travail terminé en valeur moyenne sera de façon à ce que chaque couronne soit de dépouille l'une par rapport à l'autre. Et ce petit jeu que je donne au modèle grâce au Conator n'est que de 5 degrés, ce qui fait 1 degré de moins que mon grattoir. Vous le voyez, il est à 6 degrés. Donc, à l'aide du Conator et de ce guide, ce grattoir à cire à 6 degrés, j'ai établi une bonne valeur pour ma molaire que je vais pouvoir donc sculpter, cirer ou modeler suivant les termes employés. Vous voyez donc que ici en distal je suis parfait, en mésial aussi, je n'ai pas de problème, pas de surplomb. En lingual tout baigne et en vestibular c'est pareil. Je vais mettre donc mon grattoir à cire de côté, le fixer après la fraiseuse. Je prends mon moignon, tel que vous le voyez, et je vais l'isoler. Si vous avez des questions, même si vous pouvez poser des questions. Parce que le but du cours, c'est pas de finir, c'est donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser. Vous voyez que j'applique abondamment de l'isolant, abondamment, et que en règle générale, je l'enlève avec un coton-tige sous microscope, mais que là, je me contenterai d'air comprimé. Beaucoup de personnes prétendent qu'il existe des cires cervicales, des cires de modelage, des cires pour les cuspides, des cires à parquet. Eh bien, moi, je vais vous dire la chose suivante. Si vous prenez une bougie, quelle qu'elle soit, un cierge, et que vous laissiez tomber cette cire sur une table en bois, par exemple, eh bien, cette cire appliquera parfaitement à la table en bois ou sur le carrelage. Elle ne se déformera pas. Donc, est-elle exacte? Bien sûr que non. Si elle est exacte, c'est parce qu'elle n'a pas eu d'isolant. Si vous isolez trop, n'importe quelle cire, la meilleure cire existante au monde, la meilleure, eh bien, ne servira à rien, puisqu'elle se décollera obligatoirement du moignon et très rapidement en plus. Ça n'a aucun sens. Il faut isoler le minimum. Il faudrait, pour bien faire, que le moment où vous soulevez votre inlay ou votre couronne, ce soit un moment où vous ayez un petit choc, c'est-à-dire que ça fasse un petit clic et que cette cire résiste avant de venir. Une couronne qui vient tout seul n'est jamais une couronne précise. Une couronne qui vient difficilement, mais bien, sans être déformée, c'est une couronne qui a forcément toutes les qualités requises. Et là, on ne parle plus de cire cervicale. Bon, j'emploie une cire, pour l'instant, tout à fait simple, qui est une cire de couleur vert foncé, mais ayant une saturation telle que quand on grattera sa surface, elle changera de couleur, puisque le moignon est blanc, et sans avoir besoin de taster, mais simplement d'un peu d'expérience, enfin le taster c'est le compas d'épaisseur, eh bien on verra très très bien par couleur, par transparence, si on arrive bientôt à faire un trou ou pas. Et c'est un grand gain de temps, parce qu'il y a beaucoup de cires sur le marché qui sont complètement opaques. Alors on sculpte, on fait de beaux sillons dans la face occlusale de la molaire, par exemple, et tout d'un coup, on est placé dans le plâtre. Ou alors on la met en revêtement sans faire gaffe, sans mesurer, et ça ne coule pas, parce que ça ne faisait que 0,1, ouais, un dixième. Ici, je ne sculpte pas du tout de face de sculpture anatomique, mais bel et bien un cône. Un cône à 6 degrés et rien d'autre. Donc j'ajoute de la cire conventionnellement avec une Peter Thomas qui a plusieurs kilomètres au compteur d'ailleurs, puisque celle-là elle a au moins 20 ans.
J'ai également donc, cette spatule Peter Thomas, qui est encore belle pour son âge, et donc ce petit couteau à cire, qui d'un côté est un couteau à cire conventionnel, mais plus petit, et de l'autre côté, qui comporte une pointe triangulaire. Cette pointe me permet, dans le cas de sculpture occlusale, de faire les fissures exactement du diamètre de la fraise à fissure. Le couteau à cire, vu les dimensions réduites qu'il a, me permet de tourner entre les doigts, comme vous le voyez. Ce qui va me permettre donc de cirer mon moignon de cette manière. Et d'avoir déjà une couronne qui soit conique avant même de ne l'avoir grattée parallèlement à l'aide de la fraiseuse F1. Pour l'instant, je charge, donc je ne fais pas vraiment le mouvement de doigt dont je vous ai parlé. Vous voyez que je ne m'occupe que très peu du bord cervical, que je dégagerai par la suite, et se dégagera tout seul. Les meilleurs travaux de cirage sont ceux qui s'effectuent d'un seul coup. Parce que souvent, on voit des gens rajouter de la cire au bord cervical. Cette action thermique provoque le soulèvement de la cire déjà appliquée. Et quand on regarde l'intrados de leur couronne, on constate un escalier. Une couronne, ça doit être comme si elle avait été coulée directement sur le plâtre, sur le moignon. Quelle qu'elle soit, que ce soit un fraisage ou une couronne coulée toute simple, ou une CIV, ou une armature céramo-métallique, c'est beaucoup plus joli quand c'est lisse à l'intérieur que quand ça fait des plis partout. J'utilise de préférence la technique du trempage. Et là aussi, il faut savoir tremper sans que ça fasse des vagues à l'intérieur. Souvent, quand on trempe trop lentement ou trop vite, eh bien, à l'intrado de la couronne, on voit des petites ondulations, des vagues, qui sont absolument à éviter. Et ça, avec un peu d'entraînement, on y arrive très bien. Vous voyez que ma couronne prend forme. Il ne faut pas avoir peur de mettre de la cire, il faut en mettre suffisamment. Il ne faut pas en mettre de trop non plus, parce qu'il faudra l'enlever après. Et qu'une couronne primaire trop épaisse provoquerait une couronne secondaire encore plus épaisse. Et ce serait moche. Par contre, si vous la faites trop mince, vous avez le risque qu'avec la pince télescopique, vous la déchiriez de haut en bas, comme avec une fermeture éclair. Ça m'est arrivé au début où j'en faisais en 1970. Je pense que c'était la deuxième que j'ai faite. Elle était déchirée de bas en haut. Une pince télescopique, ça a énormément de force. Et quand votre couronne n'a que 1/10 ou 2/10 d'épaisseur, après avoir meulé trop longtemps, ben voilà, c'est les risques du métier. Lorsque tu fais par immersion, tu envoies la même cire? Oui, oui. Au laboratoire, j'ai 4, comment ça s'appelle, des petits appareils affichage digital pour la fonte de la cire, j'en ai 4, de Yeti, et j'affiche la température absolument exacte. Par exemple, 84 degrés, je veux 84, je fais 84. Si je diminue la température, la couche de cire sera plus épaisse. Plus c'est froid, plus c'est épais. Dans l'immersion, tu essaies d'obtenir quelle épaisseur tu obtiens? Oh, 3/10, grosso modo. 3-4/10, ça me suffit. Hein. Ouais. De toute façon, je suis obligé de faire ce que je suis en train de faire maintenant pour lui donner la forme conique. Alors que quand je fais une chape céramo-métallique, j'essaye d'avoir le moins de retouches possible et de tomber le plus près possible des 3/10. Mais ça passe, encore une fois, par une très très bonne isolation. Il faut savoir isoler
juste ce qu'il faut, à la limite du possible, le moins possible. Ça, je le répéterai jamais assez parce que je vois très très souvent autour de moi les gens qui ne savent pas isoler, qui isolent beaucoup trop. Et après, ils achètent des cires de toutes les marques possibles et imaginables. Ah, celle-là, elle est meilleure que l'autre. Ah oui, elle est meilleure que l'autre. Et quand on va en congrès ou en conférence, on entend des baratins pas possibles sur les cires cervicales. C'est vrai que la cire cervicale, je l'utilise aussi, mais quand même pas dans les proportions qu'on indique chez les fabricants. Voilà. Donc le cirage pré-grattoire est terminé. Elle est encore un peu chaude. La plupart du temps, ce que je fais, c'est que je les fais toutes, quoi, de cette manière, ce qui me permet de la poser sur mon marbre froid et de la laisser refroidir. Quand elle est trop chaude, on a bien du mal à... Alors je vais prendre un petit peu d'air comprimé, mais attention les oreilles. Voir si l'air est plus froid à la cave que dans cette pièce. J'ai l'habitude, pour évaluer la température de mes objets, de me toucher la lèvre du haut avec, ou de les sucer, mais enfin, c'est pas très très propre, mais tout le monde le fait. Mais la température, on l'évalue très très bien avec la bouche. Et on se rend compte si on va pouvoir passer à la phase suivante du travail. Ouais. Apparemment, l'air comprimé ne vient pas du pôle Nord. Et ça devrait suffire. Ce que vous pouvez faire également, c'est tremper votre couronne dans l'alcool à brûler. Ça donne un effet refroidissant. Mon vieux patron qui faisait ça. Et quand tu fais ça, il n'y a pas de danger d'expansion? De refroidissement? Oh non, très peu. De toute façon, il y aura toujours plus d'expansion avec un moignon trop isolé qu'avec un moignon peu isolé. En admettant que je n'ai pas du tout isolé le moignon et que j'ai collé directement ma cire sur le plâtre, elle se décollerait en aucun cas. C'est de ce raisonnement-là qu'il faut se rapprocher, sans le faire d'ailleurs. Parce qu'on ne pourrait jamais décoller les couronnes. Voilà. Donc ici, vous voyez donc la couronne cirée, et vous voyez le grattoir à 6 degrés. Alors, d'habitude, j'enlève les autres moignons, hein, et je ne garde que celui que je vais utiliser, que je vais gratter. J'ai l'habitude de sculpter de cette manière, c'est-à-dire je mets les doigts dessus et je travaille par un petit mouvement brusque. Bien sûr, vous ne voyez rien. Mais il faut comprendre la chose suivante, c'est que le premier doigt, qui est celui-là, tient le moignon. Le deuxième doigt, qui est celui-ci, tient la couronne un petit peu en place. Le troisième doigt, c'est le pouce. Il la maintient dans ses latéralités. Et ensuite, je tiens mon grattoir de cette sorte-là. Et je me déplace justement en faisant jouer les deux doigts que vous voyez ici sur le reste des doigts. C'est-à-dire que jeu de main, jeu de vilain, mais ça c'est un jeu de doigts. Et ça me permet justement d'avoir un guidage, parce que je vais travailler de cette manière-là, un guidage très très rigide et droit. Et non pas comme si je travaillais comme ça à main levée, comprenez aisément que j'aurais la tremblote. Ça, c'est peut-être bien pour sucrer les gaufres, mais certainement pas pour gratter les couronnes. Donc, comme vous filmez, je vais essayer de tenir mon objet par derrière pour vous montrer le mouvement qui vous permettra de réaliser le grattage à froid de la cire. C'est un mouvement par lequel j'arrive sur mon cirage lentement, comme un avion qui atterrirait, vous voyez, et ensuite un avion qui redécollerait brutalement parce qu'il y a quelqu'un sur la piste. J'arrive ici, hop. Les petits copeaux, je les fais tomber. Encore une fois, la table, j'aime qu'elle soit propre. Le socle aussi. La table à rotule, le conator, la fraiseuse. Vous voyez, si vous avez la bonne direction, rien ne vous empêche de faire ce mouvement-là. Bon, il est certain qu'il arrive quelquefois qu'on ne le fasse pas vraiment dans la bonne direction, qu'on arrache toute la face vestibulaire. Et là, pour recommencer, je tourne.
les petits copeaux. Hein. Voilà, je les fais tomber sur le socle. Toujours la même technique. Si le grattoir ne coupe plus, il faut en acheter un autre. Ça arrive. Et toujours le grattoir, donc, face à la couronne, et non pas gratté comme ça ou à l'envers. Ce qui est assez amusant, c'est que les grattoirs à 6 degrés, quand on les fait tourner avec la pièce à main, ils ont un côté arrondi. Et on pourrait presque penser fraiser mécaniquement avec un grattoir. Puisque ça, c'est tout à fait en concordance avec le côté tranchant. Mais moi, je préfère largement travailler à froid. Enfin, c'est peut-être pas le cas de le dire sous les projecteurs, mais... Vous voyez que pour faire un grattage d'une seule couronne, on en a à peu près pour 5 minutes. Et que ça vaut pratiquement pas le coup de mettre le moteur en marche pour si peu. Là, je vais faire tomber les petits copeaux dans le tiroir. Voilà. Vous voyez, la couronne est déjà, grosso modo, parallèle. Ouais. Si je me tourne un peu, on peut peut-être... Le plus près possible de la réalité, le plus près possible du bord cervical. Le plus mince possible. Mais je n'aime pas descendre en dessous de 3 dixièmes. Non, pas pour la coulée, mais justement pour la solidité de la couronne primaire. Parce que en déchirer une ou en déformer une, parce qu'on peut aussi la déformer sans la déchirer avec une passe télescopique. Si on écarte à l'intérieur, on peut lui faire une bosse. Ça peut aussi arriver. Et à 3 dixièmes, il est rare qu'on ait des ennuis de cet ordre. Au pif pour l'instant, puisque je regarde la couleur, mais c'est certain, je contrôlerai avec le compas d'épaisseur. Et encore une fois, si c'est pas correct, eh bien, il faut recommencer. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de rafistolage, de rallongeage, de rajoutage à faire. Il vaut mieux recommencer. Déjà pour la précision du bord cervical. Il y a d'autres techniques qui existent, qui sont le fraisage de la cire et qui sont le grattage à chaud de la cire. Et là, bien entendu, il n'y a aucune contrainte sur la couronne, puisqu'on va passer avec un couteau chaud tout doucement, ou alors qu'une fraise tout doucement. C'est beaucoup mieux pour le bord cervical. Donc, quand on veut gratter à froid, qui est la technique la plus risquée pour le bord cervical, il faut le faire modérément, sans trop de pression et rapidement. Si on s'éternise sur une couronne, eh bien, on aura des déformations. Ouais. Demain, je vous montrerai comment fonctionne le VG4 de Degussa. On en sculptera une à chaud. Et je vous en fraiserai peut-être une. Finalement, ça, c'est même pas une question d'école, c'est chacun fait comme il veut. Le principal, c'est d'avoir un résultat parfait. Les chemins qui y conduisent ne sont pas très importants. Là, sur l'écran, on voit très légèrement des ombres plus claires. Ici, là, on voit que là, c'est plus clair que là. Ce qui veut dire que
je suis à peu près à 4/10 à cet endroit. Est-ce que tu profites des creux qu'il y a quelquefois dans les préparations pour te donner plus d'espace pour réaliser Combler les creux? Oui, si la pile présente des creux, des bosses en suivant la forme de la morphologie, Ah, est-ce que tu creuses pour profiter de l'épaisseur supplémentaire? non, puisque je dois faire une couronne secondaire. Je préfère avoir une couronne qui soit régulièrement périphérique qu'une couronne qui fasse des zigzags. Et d'autre part, pour la précision de la couronne secondaire, il vaut mieux avoir quelque chose qui, de dessus, a l'air d'être ovale. Là, je vais souffler. Voilà. Et je vais contrôler mon travail. Ici. À la cheville. Voilà. On voit maintenant le contrôle. Vous voyez les rayures de lumière. Vous voyez qu'il y a un trait de lumière qui se fait. La couronne n'est pas complètement terminée. Et pourtant, on voit que partout, elle est à 6 degrés. Vous voyez. De dessus, on voit qu'elle est conique. Et encore une fois, je vous le répète, celle-ci peut être comme ça, la prémolaire de cette sorte, la canine comme ça. Vous voyez que le cône peut basculer dans les différents angles dans une tolérance de 5 degrés. Disons que pour ce qui est de cette face ici, par exemple, là, on serait donc à 0, et là, on ne serait qu'à 1. Ce n'est pas un fraisage à 0 degré, c'est un fraisage à 6. Donc, possibilité de faire différentes couronnes dans différents angles. Maintenant, là, j'ai l'habitude de lisser mon fraisage avec le doigt et non pas avec un petit slip de dame, comme font la plupart. Je crois que ça marche bien, la soie. Ils prennent des bas ou des petites culottes. Voilà, j'ai des petits copeaux que j'enlève et le travail. Maintenant, il ne me reste plus qu'à chercher mon bord cervical, ma limite. Si je vais pouvoir le faire sur l'écran, oui, ça marche. Ouais. Avec le surplus, se laisse facilement gratter. Maintenant, je vais travailler avec un bord cervical exact. On va voir si la couronne se soulève. J'ai les doigts un peu trop mouillés pour y réussir. Prendre un chiffon. Ou alors une digue, ça va très bien avec une digue. Voilà. Et là, ça va me permettre justement de contrôler mon bord cervical, de voir que je vais jusqu'au... qu'il y a des petites rectifications à faire, que je suis trop long à certains endroits. Je ne sais pas si on voit très très bien l'intrado, mais pour l'instant, il n'y a pas d'escalier. À ce moment-là, j'effectue un contrôle à l'aide de mon compas d'épaisseur, qui est derrière. Ouais. Déjà, j'évalue en regardant à travers de cette manière-là. Ouais. Je regarde à travers pour voir. Merci. Pour voir l'épaisseur. Je vois des endroits plus minces. Ah là, on voit bien sur l'écran. Je vois des endroits plus minces que d'autres, vous voyez. Là, on voit des endroits épais, d'autres minces. Bien entendu, c'est dans les endroits les plus minces, les plus douteux, que j'irai placer mon compas d'épaisseur et que j'essaierai de voir. Donc là, on voit que j'ai... Voilà. Ouais, 3,5. Et je regarde exactement l'endroit où j'ai 3,5. Je replace ma couronne et j'évalue la couleur de ma cire. Vous voyez que ma cire est plus claire ici que là. On le voit bien sur l'écran. Eh bien, l'endroit du haut
que vous voyez ici est à 3,5, alors qu'ici, il est certainement à 6 dixièmes, grosso modo, et que là, il est peut-être à 4 dixièmes, ou 4 ou 5. Voilà. À quoi sert une cire qui ne soit pas trop saturée? Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un bord cervical correct, ce qui n'est pas le cas. Mais je travaille de loin, alors que d'habitude, je travaille de beaucoup plus près. Si tu as certains endroits à 3,5, tu vas-tu essayer d'abaisser le Ah oui. paroi Ah oui. égal? S'ils sont dans des endroits où j'ai besoin de place, je n'hésiterai pas. Ouais. En vestibulaire, par exemple. Je descends quelquefois un petit peu en dessous, à 2,5, dans les centrales en vestibulaire. Mais ça commence déjà à être un jeu dangereux. Ici, par exemple, il arrive souvent dans les molaires qu'on soit ici à 3, alors qu'en bas, on est carrément à 7. Parce que justement, on a un surplomb. Ici, vous avez le petit surplomb, et ici, vous avez la partie mince. Alors pendant le fraisage, ben, vous risquez carrément avec la fraise de faire un trou dans cette zone-là. Donc, pour ces raisons, il vaut mieux pas descendre en dessous de 3 dixièmes. Le contraire peut se produire aussi, que vous ayez une couronne qui soit très très fine ici, qu'en haut, vous ayez 1 millimètre ou 1 millimètre quelques d'épaisseur. C'est des choses qui arrivent. Il faut penser que en cas clinique, c'est tout à fait différent et que chaque cas sera un cas différent. Ce qui est important, en fin de compte, c'est de voir avec le moins d'épaisseur possible, d'avoir quelque chose qui est quand même le plus régulier possible. Ouais, le plus régulier possible, ça c'est l'expression exacte. Il faut essayer de faire quelque chose de très régulier. Il faut essayer également de ne jamais avoir de petites taches à l'intérieur de sa cire. Je viens d'en repérer une ici chez moi. Hein, ça ressemble à ça c'est un copeau. Mais ça vient souvent parce que les techniciens appliquent leur cire de façon chaude, froide. Il faut avoir une homogénéité d'application de cire et justement que la cire soit fondue toute partout à la même température. Et souvent, on regarde des couronnes comme ça, on voit des taches blanches à l'intérieur. Ces taches blanches ressemblent un petit peu à ce qu'on... Vous connaissez peut-être la pâte feuilletée. Vous avez une couche de cire, et la couche qui est sur cette couche de cire n'est pas vraiment fondue. Elle ne s'est pas mariée avec la couche précédente, la couche inférieure. Ce qui fait que quand vous allez gratter avec votre grattoir à cire, eh bien, tout à coup, vous avez toute une feuille de là jusque là, par exemple, qui va se décoller, qui va venir avec. Donc, il est très, très important, justement, d'éviter ce genre de cirage, d'avoir un cirage homogène dont la couleur est régulière sur le pourtour. Voilà. Maintenant que j'ai fait le bord cervical, je vais faire un petit tour d'honneur sur le pourtour, là. Hein. Il y avait quelques endroits qui étaient un peu trop épais, je m'en suis rendu compte, en lingual. Et alors là, il faut faire très très attention parce que la couronne a déjà été décollée du moignon une fois. Et c'est maintenant que si l'imprécision doit se produire, c'est maintenant qu'elle se produira. Ça fait absolument aucun doute. Maintenant, je force, je l'arracherai carrément, elle commencera à tourner comme ça autour du moignon et ce sera foutu. Hein. Là, je ne presse plus du tout comme tout à l'heure. Je caresse ma cire pour la lisser justement et rien d'autre. Et je fais souvent ça avec un pinceau trempé dans le Vaxite. Et le Vaxite permet de faire de jolis grattages à froid de la cire. Très agréable. Et ça me sort une couronne très lisse, très régulière, avec des rayures agréables à regarder. Vous voyez que les copeaux sont beaucoup moins importants qu'avant. Ouais, exactement. Je gratte très doucement. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que j'ai l'habitude de travailler sur le modèle pour faire ma cire. Et que si, maintenant, on regarde en théorie sur l'écran, si maintenant mon couteau à cire presse de toutes ses forces sur le moignon,
il se peut que tout bouge un petit peu, que le moignon lui-même puisse bouger, parce que ceux-là sont bien faits. Il y a certains moignons qui sont un peu mobiles, et plus je presserai fort, plus je m'éloignerai du 6 degrés. Et d'autre part, la fraiseuse a également un petit jeu. Toutes les fraiseuses ont des petits jeux. Et donc, plus je presserai fort, plus je serai dans l'inexactitude. Ce qu'on n'a pas en fraisage ou en grattage à chaud. Mais d'un autre côté, personne ne peut obtenir une surface aussi lisse en grattage à chaud ou mécaniquement qu'avec un grattage à froid. Souvent dans mon laboratoire, j'utilise la technique à chaud et ensuite je termine avec le grattage à froid pour avoir un état de surface absolument superbe. Et je le recommence jusqu'à ce qu'il soit bien. Mais je fais ça parce que le gros dégrossissage peut très bien se faire à chaud. On peut obtenir un très joli état de surface à chaud. On peut le laisser comme ça, on peut le mettre en revêtement comme ça, tel quel. Mais j'aime bien aller un peu plus loin encore. Et le caresser, le lisser comme je le fais actuellement. Voilà. Je pense que la couronne est terminée, telle qu'on le voit ici. C'est la numéro 1. Ouais. Vous voyez les raies de lumière qui sont révélatrices des défauts. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à lisser ma couronne avec le doigt. Et pour égaliser justement les petites stries du grattoir. Vous voyez, ici, je suis beaucoup plus régulier, beaucoup plus lisse que je ne l'étais l'instant d'avant, sans avoir du tout déformé mon 6 degrés. Je suis à 6 degrés. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus, pour sculpter cette couronne, qu'à gratter le dessus, comme ça, pour qu'il soit parfaitement plat et lisse. Et ce que j'aime bien faire, c'est donner une petite pente à 45 degrés à cet endroit-là. Qui lui donne une forme un peu plus technique et qui permettra à la couronne secondaire de ne pas avoir d'angle à 90 degrés dans son intrado. Plus propre, plus facile à travailler, beaucoup d'avantages. On perd un petit peu de hauteur de fraisage, mais c'est vraiment très peu. C'est vraiment rien. En hauteur, ça fait peut-être un demi-millimètre, c'est pas grand-chose. Il ne reste plus qu'à homogénéiser la cire, si c'est encore utile. Et voici la couronne terminée. C'est bon. Eh bien, là, on vient de terminer donc cette molaire. L'angle est absolument exact. On peut le vérifier une dernière fois. Et on va la mettre en revêtement par la technique du rapid flex. C'est une technique qui permet le fraisage en ne nécessitant pas de socle de fraisage ni de moignon métallique. Donc, je prends la clé du mandrin. J'enlève le grattoir à 6 degrés. Ici, vous voyez une tige de coulée en plastique calibrée exactement de 3 mm de diamètre. J'en brise un morceau, clac, et cette tige, je la place dans le mandrin.
que je resserre à l'aide de la clé du mandrin. Parfaitement en place. À l'aide de la molette de la fraiseuse, je me place exactement avec cette tige qui va servir de tige de coulée pour aujourd'hui et demain de tige de fraisage. Je descends donc le plus près possible de ma couronne. Le plus au centre possible, comme on le voit très bien sur la photo. Cette tige est une tige de coulée, mais elle est également placée sur la couronne qui est sur la table à rotule, qui est sur le conator, ce qui veut dire que cette partie-ci est à 0 degré et celle-ci à 6 degrés dans le sens du fraisage. À l'aide d'un couteau à cire ou d'une spatule Peter Thomas, je colle donc la tige de coulée à ma couronne. Et voilà, je n'ai plus qu'à ouvrir précautionneusement le mandrin. Et à soulever la fraiseuse à l'aide de la clé qui est derrière. Bon, maintenant, la tige de coulée, car c'est une tige de coulée, est fixée à la couronne. À l'aide du mandrin, de la clé à mandrin, je vais ouvrir ce mandrin en prenant soin de le tenir bien avec les doigts. Prudemment, je l'ouvre jusqu'à son ouverture maximum pour le libérer entièrement. Et je desserre la petite vis du haut. Il me reste donc ma couronne avec sa tige de coulée et je n'ai plus qu'à mettre en revêtement de cette manière. C'est un joli effet, la lumière à travers. Je le mets en revêtement de cette manière et je le coule tel quel. On a vu jusqu'à présent comme j'ai modelé une couronne conique avec un grattoir à cire à 6 degrés. Il existe plusieurs techniques. La deuxième technique, c'est de faire le modelage thermique. Devant nous, nous avons un appareil VG4 de Degussa. Ce couteau à cire électrique est chaud actuellement. Il chauffe de 50 à 140 degrés, mais bien entendu, pour modeler cette couronne, je pense que 70 degrés suffisent amplement. Il n'y a pas d'affichage digital, c'est une évaluation. J'ai bien entendu, comme tout à l'heure, grâce au conator, trouvé la position idéale de mon moignon par rapport aux 6 degrés. J'ai serré la molette et après avoir terminé ma molaire, je peux commencer donc ma prémolaire avec l'axe choisi pour elle et pour elle seule. Je le répète, très important. Le couteau est chaud maintenant, je pense, et on le voit parce que le petit bouton clignote. Exactement, il clignote. J'ai donc ciré mon moignon, comme je l'ai fait tout à l'heure, après avoir isolé.
je mets le moignon en place dans le socle et je vais commencer le modelage. Le modelage va faire fondre la cire et j'ai besoin d'une petite éponge pour essuyer mon couteau à cire épisodiquement. Donc je commence la face vestibulaire. Et là, on voit la cire. Vous voyez comme elle se fige. Voilà. Et j'essuie mon couteau à cire. J'effectue un second passage. Et la cire après le couteau à cire, si j'en mets trop, ça formera une goutte qui aura l'opportunité de déformer ma couronne. Je continue à évoluer sur la face distale. Voilà la goutte de cire que je fais disparaître. Il faut toujours travailler avec un couteau à cire propre, qu'il soit thermique ou à froid, ou une fraise. On voit la couleur de la cire est plutôt blanche, elle fige, elle a sa couleur définitive maintenant. Ça met un certain temps à refroidir parce qu'il y a quand même de l'épaisseur. L'avantage de cette technique est qu'on ne sollicite absolument pas la cire au bord cervical comme on le ferait par un grattage à froid qui risquerait d'ovaliser la couronne, de la déformer et qu'elle prenne du jeu sur le moignon. Le bord cervical serait bien entendu complètement faux. Alors que là, il faut exercer le moins de pression possible contre le moignon. C'est évident. La petite goutte. C'est comme la technique du goutte à goutte, mais à l'envers. C'est une technique qui est très rapide en ce qui concerne le dégrossissage. Si on en a beaucoup trop de cire, si on a ajouté un peu trop de cire, ce couteau à cire électrique fait le ménage très rapidement. Beaucoup plus qu'un grattage à froid. Je descends un peu parce que j'étais légèrement trop haut pour le bord vestibulaire. Voilà, la couronne. Pour le lissage final, je vais descendre encore un peu la température, que j'évalue peut-être à 60 degrés. Je dois attendre un petit moment jusqu'à ce que la lampe se rallume, m'indiquant que j'ai vraiment la température que j'ai choisie. Il suffit de ressaisir, voilà, ressaisir ma couronne telle que je le veux, et de lisser. Vous voyez que ça glisse beaucoup plus vite, parce que ça ne fait rien fondre. Et voyez la surface obtenue. Et voici de quelle manière s'allume cet appareil. Sur un bouton, vous voyez la lumière qui s'allume. Et le réglage se fait de cette manière. Bien sûr, jusqu'à 140 degrés. Mais là, j'ai travaillé d'abord en étant... Vous voyez la lumière qui s'allume et qui s'éteint. J'ai travaillé d'abord un peu en dessous du trait. Et pour le lissage final, plus bas. Pas tout à fait à 50, grosso modo, un peu au-dessus de 50. Pour ça, j'ai dit que j'ai évalué à peu près 60. Un bras articulé ici, un autre articulé de l'autre côté, qui tiennent par aimantation accroché à un aimant, ici bien entendu, de cette manière-là. Le fil qui permet de faire marcher le couteau à cire électrique, et là le réglage que j'ai montré précédemment. Voici de quelle manière on travaille, le conator réglé, simplement de cette manière-là. Ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure à cause du gros plan.
cette technique qu'on va voir, c'est la troisième technique. On a vu donc le grattage à froid. On a vu le modelage thermique à l'aide du VG4 de Degussa. Et maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire la troisième possibilité de faire des fraisages. Donc, mécaniquement, avec une fraise, on va fraiser la cire. Donc, retenez bien, à froid, à chaud, mécanique, ce sont les trois techniques. La cire que je préfère pour faire ce genre de travail, c'est une cire de Wieland qu'on voit ici. C'est une cire de couleur turquoise qui plaît beaucoup, même chez les concurrents. Pourquoi? C'est parce qu'elle a la possibilité de se laisser travailler en restant lisse et sans trop encrasser la fraise. Il est vrai qu'on encrasse toujours un peu la fraise en fraisant la cire, mais ça, c'est le métier. Bon, là, j'ai fait comme hier. J'ai déjà pré-sculpté ma couronne. Voilà. Donc je l'ai chargée en cire, on le voit ici, à l'aide de mon petit couteau Elmer. Voilà. Et maintenant, je vais le reporter sur la table de fraisage. Voilà. Le conator a déjà été pré-réglé avant que je mette la cire sur le moignon, ce qui fait que le moignon est parfaitement dans l'axe que j'ai choisi pour donc fraiser ma couronne dans la cire. Je me choisis l'endroit idéal, celui où je peux le mieux travailler. Par exemple, si j'étais trop en avant, j'aurais pas de jeu. Trop en arrière, tout cognerait. Là, j'ai une grande liberté de mouvement. Je fais démarrer le moteur à la vitesse minimum, qui est, je crois, de 500 tours. Donc, on peut l'arrêter même avec les doigts. Et j'exerce des mouvements, donc, de gauche vers la droite. Comme vous voyez ici. J'accélère un tout petit peu la vitesse. Oui. On fera peut-être un gros plan sur cette fraise tout à l'heure. Vous voyez qu'il n'y a aucun problème. C'est une cire même très spéciale, puisqu'il y a de très nombreux fabricants qui se lancent dans la fabrication de cire à fraiser. Et ces cires de fraiser, à moi, ne me donnent pas satisfaction. Vous voyez que si je presse trop fort, je peux arrêter le moteur. Dans ce cas-là, on peut toujours augmenter un peu la vitesse ou presser moins fort. Pour dégrossir le plus gros, je veux dire, comme cet endroit qui était un peu chargé de façon inexacte, je travaille de gauche à droite. Et pour le lissage, de droite à gauche. Vous voyez? Ici, c'est dégrossi. Maintenant, vous voyez que ça devient tout de suite plus propre. On va l'essayer sur ce pan-là, qui est encore intact, avec de gauche à droite. On fait beaucoup de copeaux, mais c'est utile parce que ça va plus vite quand même. Hein. Et que si je reviens de droite à gauche, comme on doit fraiser la cire, c'est propre en un seul passage. Donc, ne pas fraiser uniquement dans un sens, mais savoir pourquoi dans un sens et pourquoi dans l'autre. Toujours la même technique que celle que vous avez vue hier, c'est que je m'appuie avec le pouce ici et le médium. Vous voyez l'index qui est sur la couronne. De l'autre côté, j'ai un doigt sur l'autre doigt, deux doigts sur ce doigt, et que ces deux doigts me permettent donc de travailler avec le pouce et l'index. Et ceci est valable pour tout le pourtour de la couronne. Si les autres dents devant gênaient ou les autres moignons, on peut bien entendu les déposer sur l'établi, il n'y a aucun problème. Là n'est pas la question.
Et il ne faut pas presser trop fort parce qu'on risquerait donc de casser cette cire et qu'elle parte en pâte feuilletée. J'avais mis le point là-dessus hier lors du grattage à froid. Je vous avais dit de bien cirer vos couronnes de façon à avoir une cire homogène. Ça compte spécialement pour le fraisage de la cire, donc le modelage mécanique. Et vous voyez que ça marche très bien, que c'est très rapide. Cette fraise que j'utilise, c'est la seule que je connaisse qui fraise à 6 degrés. Chez Comet, Brasler, toutes les autres marques, Bush, Meisinger, ils font des fraises à cire à 0 degré, mais je ne connais pas à 6 ou à 4 degrés. Cette fraise est une fraise vendue par Wieland, comme la cire. Là, je pense que je vais contrôler ma fraise, voir si elle n'est pas trop encrassée. Vous voyez que... Bon, je peux la montrer ici. Vous voyez que les dents sont beaucoup plus espacées que sur une fraise à métal conventionnel. Hein? Profiter pour souffler mes copeaux. Si elle est trop encrassée, on peut la passer en vitesse sur le benzène ou alors la nettoyer comme ceci avec le doigt. Parce que maintenant, on se rapproche quand même d'un état de surface de plus en plus agréable à regarder. Voilà, c'est reparti. Vous voyez que malgré tout, il y a toujours des petits copeaux qui se fixent en surface. Là, on voit. Je devrais peut-être enlever les dents pour qu'on voit mieux. Vous voyez, on voit bien que cette dent est à 6 degrés et pas à n'importe quoi, qu'elle est droite, que le fraisage est parfait. Et encore une fois, il y a moins de risque à endommager le bord cervical avec un fraisage qu'à grattage à froid. Mais à mon avis, on n'obtient pas le même état de surface. Mais rien n'empêche de commencer à modeler ce genre de couronne avec un fraisage mécanique ou alors un modelage thermique et de faire comme je le fais souvent, de terminer avec le grattoir à froid à 6 degrés. Parce que, étant donné que l'axe est exact, le grattoir à 6 degrés n'aura plus d'effort à faire. Et dans ce cas-là, il y a peu de chances pour qu'il endommage le bord cervical, que la couronne devienne ovoïde et qu'elle bouge sur le moignon. Donc, à vous de savoir s'il y a opportunité de marier les 3 techniques, ou 2, l'une à l'autre. Mais il est important de les maîtriser toutes les 3 si on veut faire du travail parfait. Vous voyez que maintenant, quand on arrive à cette étape-là, on se rapproche de la fin de la couronne. Vous voyez que je ne fraise que de droite à gauche. Et on va voir, d'après le principe des rayures de lumière, un petit peu, vous voyez, l'état de surface de la couronne, pleine de copeaux encore, d'accord? Mais on voit toutefois que la raie de lumière qui est sur l'écran est droite et que la couronne va bientôt être terminée et parfaite.
J'arrête un instant pour nettoyer ma fraise. On peut également bien le nettoyer avec une petite brosse à dents. Sans dentifrice, bien sûr, ça fait plutôt con. On peut également enlever les copeaux, si on le veut, avec un couteau à cire, comme ça, ou avec le doigt. Petit coup de pinceau. Pinceau en poil de martre. C'est un de mes anciens pinceaux céramiques. Il ne sert plus à faire la céramique, mais il est très très bien pour ce genre de boulot. Vous voyez que là, j'exerce de moins en moins de pression. C'était pas bien ça. Je vais peut-être enlever les dents pour qu'on voit mieux ce que je fais. C'est plus joli comme ça. Bon, on ne peut pas contrôler la totalité du fraisage. Voilà. Et voici la couronne, on peut considérer comme terminée, prêt à mettre en revêtement. Il suffit encore, ce que j'ai déjà fait avant, c'est avoir aplati le dessus et de gratter un peu les angles à 45 degrés. On voit la raie de lumière qui est bien droite. Et ici, simplement prendre le petit angle. Et c'est bon.